C'est un peu un film, je trouve, qu'à mettre en parallèle avec Civil War, en fait, sur ce thème de tenter un portrait de l'Amérique contemporaine clivée par le Trumpisme et par ce problème gigantesque et qu'il faut affronter d'un point de vue cinématographique et qui, à mon avis, a les mêmes problèmes de positionnement idéologique et d'ambiguïté un peu trop facilement comme ça mis en avant comme une excuse ou comme un paravent pour se dissimuler. Qu'est-ce que c'est que ce gros bout que Eddington? On peut peut-être déjà remettre rapidement en contexte Ari Aster avant de continuer, parce que maintenant c'est un peu une coqueluche. Enfin, c'est fou à la vitesse à laquelle c'est devenu un cinéaste important. C'est un des cinéastes indépendants les plus cinéaste cotés en au vue. monde quand même. Ouais. Oui, mais c'est ça, il est hyper coté. Chacun de ses films fait beaucoup parler, notamment parce que après avoir eu une carrière dans les courts-métrages plutôt prolifique dans les années 2010, il finit en 2018, si je me trompe pas. Par faire Hérédité, qui va être un immense succès et qui va un peu devenir le film contemporain d'horreur plébiscité. C'est un peu un des films qui a lancé la Elevated Horror, enfin, ouais, en tout cas, avec Get Out qui était sorti juste avant, l'année d'avant, mais va participer, comme tu le dis, à une sorte de nouveau cinéma d'horreur un peu américain, un peu justement A24 affilié, même si le film n'est pas produit par, il sera distribué et A24 va ensuite récupérer Ari Aster sur tous ses films d'après pour les produire. Ensuite, il nous fait Midsommar, qui lui aussi à son époque fait grand bruit, plaît beaucoup, redéfini en plus de jouer avec certains codes de l'horreur, notamment en faisant passer tout le film de jour, intéresse quand même. Et il y a 2 ans, il me semble, sort Beau is Afraid, qui est un film qui commence déjà beaucoup plus à diviser. La critique comme le public, beaucoup de gens adorent, beaucoup de gens trouvent ça un peu nul, et manifestement Ari Aster a continué à diviser, vu qu'Eddington est encore plus un film qui divise, ou peut-être qui rassemble dans une dépréciation peut-être. De quoi ça parle Eddington, Clément ? Eddington, c'est un peu une sorte de grande farce ou de satire qui s'attache assez directement à dépeindre une certaine réalité du monde contemporain, ce qui n'était pas le cas pour le coup des précédents films de Ari Aster, puisque d'ailleurs c'est son film qui est le moins affilié au cinéma d'horreur, on va dire, enfin qu'il est même plus du tout, hein. Il y a des éléments de cinéma de genre, mais pas vraiment d'horreur. Et donc c'est un film qui commence au moment des premiers soubresauts du Covid aux États-Unis. On est au milieu du Nouveau-Mexique, dans une petite ville qui s'appelle donc Eddington. Le chat est enflammé sur la question juive de Ari Aster. Et dans cette ville, 2 figures vont s'opposer. Notre personnage principal, c'est Joe Cross, joué par Joaquin Phoenix, le shérif de la ville. En face de lui, il y a Ted Garcia, joué par Pedro Pascal, c'est le maire qui va se représenter. Et on sent que Joe Cross est un personnage un peu frustré, un petit peu malhabile aussi. On sent qu'il est marié avec une femme jouée par Emma Stone qui s'appelle Louise. On sent que les choses vont pas très bien, qu'il n'a pas tout à fait la vie qu'il voudrait. Et autour d'un petit incident un petit peu banal, autour du port du masque, il va décider de se lancer dans la politique et d'essayer de se présenter à la mairie d'Eddington, ce qui va être le début, on va dire, d'une série de soubresauts que va connaître la ville, notamment dans la foulée du meurtre de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter, la remise en question de la police, l'annonce des confinements, etc. Tout ça va un petit peu bouillonner, et cette bourgade, a priori un peu paisible et sans histoire, va se retrouver à feu et à sang dans le dernier tiers du film. Comment entamer la discussion c'est un film qui va, je pense, un peu dans une certaine direction, c'est-à-dire ça commence de façon un peu plus réaliste et ça va progressivement, on va dire, laisser le cinéma de genre embrayer à partir d'un portrait très ancré autour de faits contemporains très identifiés, très précis, et pas simplement, on convoque pas, le meurtre d'un Afro-Américain par la police, mais vraiment celui de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter est nommé en tant que tel. Le film s'intéresse évidemment à toute la frange un peu plus complotiste qu'on connaît, qui a pris beaucoup de place dans le débat public, notamment sous les mandats de Trump, avec la question des fake news, puisque le personnage principal ne va pas hésiter à calomnier son adversaire en inventant, en déformant la réalité, etc.
Et je dirais que sur le papier, j'aime assez cette idée. On avait parlé en off des films de S. Craig Zahler, qui avait un peu ce parti pris, si on prend par exemple Section 99, de commencer de façon plus réaliste et de dériver progressivement, de laisser en fait un peu un cinéma d'effet, un cinéma de genre, incarner le stade terminal de cette situation plus réaliste qui est dépeinte au début, puisque là il y a cette idée que finalement la ville va se diviser entre un peu un camp plutôt à gauche, démocrate, et un camp plutôt à droite, républicain, et que finalement le carnage vers lequel le film se dirige serait un peu la métaphore, l'expression la plus littérale de cette idée de dire que les bourgades américaines sont devenues une sorte de champ de bataille entre les différents camps politiques, et que plus personne ne peut s'entendre, quoi. C'est un peu un film, je trouve, qu'à mettre en parallèle avec Civil War, en fait, sur ce thème de tenter un portrait de l'Amérique contemporaine, en gros, clivée par le Trumpisme et par ce problème gigantesque et qu'il faut affronter d'un point de vue cinématographique, et qui, à mon avis, a les mêmes problèmes, presque de positionnement idéologique et d'ambiguïté un peu trop facilement, comme ça, presque mise en avant comme une excuse ou comme un paravent pour se dissimuler. Je trouve que c'est un film assez dur à saisir, mais cette insaisissabilité, elle n'est pas à mettre au crédit de son intelligence ou de sa complexité. C'est plutôt une sorte de confusion, de manque de clarté. C'est un film un peu facile, qui se moque un peu de tout le monde à droite à gauche. Et je me suis demandé, moi, si c'était en fait ce qui me retenait dans mon appréciation du film, c'était tout simplement une opinion politique ou des faits esthétiques, selon moi, sont pas justes, pas correctement agencés et disposés. Donc j'ai pas forcément tranché cette question, mais je trouve le film relativement insipide, un peu mais insipide presque par excès. Il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop d'histoires, parce que dans ton récit, t'as pas trop mentionné, tu l'as un peu dit, parce que ça rentre dans le complotisme, mais le personnage de Louise, qui a très probablement, a subi un traumatisme sexuel lié sans doute à son père dans son enfance. C'est certainement ça que ce qui s'est passé, et donc en fait est un personnage extrêmement fragile et qui va être un peu manipulé, par une espèce de gourou, probablement lui-même, victime comme ça de violences sexuelles, qui est joué par Austin Butler, et qui va la prendre sous son aile. Elle va quitter comme ça le foyer, et donc il y a vraiment, c'est un film très très long, il y a beaucoup de choses qui se passent, et qui a l'ambition tout simplement de faire le portrait comme ça d'une Amérique en état de déréliction, ce qui est en soi, je trouve, une grande idée. C'est important de faire ça, mais qui, à mon avis, ne tombe un peu à l'eau tout le temps. J'ai plutôt trouvé peut-être la mise en place assez intéressante, mais précisément parce qu'à ce moment-là, je trouve que le lien que nous on entretient avec le personnage de Joaquin Phoenix est vraiment beau, quoi. On sent que c'est un type, comme tu disais, frustré, mais qui est au fond un bon bougre. C'est quelqu'un qui, il y a un côté effectivement très borderline, mais la manière dont il défend, en fait, quand il y a cette scène, une altercation entre tous les clients et le patron d'une supérette qui impose à un client de mettre son masque, et le mec ne veut pas le mettre. Ça peut être aussi bien un Trumpiste qui dit non mais les masques c'est le deep state, moi je veux pas les enfiler, ou un homme comme Joaquin Phoenix dit l'être, asthmatique, qui a du mal à le mettre, et donc je trouve à ce moment là il y a encore quelque chose qui rend le personnage intéressant. Et puis après, à mon avis, le film à la fois se schématise, on dirait que tout le monde rentre un peu dans son camp, et me semble vraiment assez nettement vraiment plus faible, quoi. Je sais pas. En effet, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est quand même le fait que ce soit, comme tu l'as dit, c'est très rare, un film qui se pose la question du monde contemporain. Il presque essaye de le prendre à bras-le-corps, quoi, d'essayer de l'incarner, de le diffuser dans sa mise en scène, dans son développement, dans sa sensation générale. Et c'est Ari Aster qui disait en interview que son idée de film, en fait, il l'avait eu en scrollant Twitter pendant le Covid. En fait, pendant le confinement, il était chez lui, comme ça, il scrollait Twitter, il avait cette sorte de sensation de bordel, de chaos, d'opinions qui partent dans tous les sens, personne ne s'écoute, personne ne sait quoi dire, et le film retranscrit cette idée-là dans ce foisonnement de personnages et dans quelques idées de mise en scène qui, moi, me semblent très intéressants, notamment une certaine cacophonie ou une tendance à la cacophonie dans la première partie notamment, avec souvent en fond ou
en parallèle une autre discussion qui a lieu, un écran qui joue quelque chose, un personnage supplémentaire qui parle sur les dialogues de la scène qu'on est censé écouter, et ça donne à cette ville une vraie sensation de vie, d'autant plus renforcée par un vrai travail de montage, passer d'une séquence à une autre, raccordé par un écran, ou en tout cas de passer par une vidéo qui ensuite serait regardée par une personne dans un autre espace, ou une vidéo en train d'être filmée et on regarde la personne en train de la regarder. Il y a cette idée que tous les espaces connectent en permanence par les écrans, par ces interfaces, et donc ça donne une sensation de cette ville un peu vivante, ou en tout cas, c'est vraiment un film spatial, géographique, où on ressent l'existence de cette ville, d'autant plus renforcé par cette idée de l'avoir fait advenir pendant le confinement, donc c'est un espace qui est plutôt vide, mais dont on sent quand même la vie, ces grandes rues un peu larges, ces petites maisons, quelques personnes qui passent de temps en temps. Vraiment, on sent qu'Ari Aster est intéressé par la jonction entre l'espace de la ville et l'espace numérique urbain par lequel les gens se connectent, aussi parmi tant d'autres choses, dans le fait aussi de les incarner un peu plus quotidiennement, du genre Joaquin Phoenix ne dort pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il scrolle sur Instagram, il se réveille, la première chose qu'il fait c'est regarder son téléphone, enfin c'est des détails, mais c'est quand même assez rare de voir ça dans des films. Mais ces qualités-là qui sont quand même intéressantes dans la mesure où en plus elles me restent en tête. Enfin, je me pose beaucoup ces questions de la représentation du contemporain, et je pense qu'il y a plusieurs bons instincts de la part d'Ari Aster. J'ai quand même la sensation d'un film un peu foutoir, quoi. Je pense que c'est la volonté d'Ari Aster Oui, c'est le revers de cette cacophonie. Exactement. C'est son intention de faire en sorte que ce soit un peu flottant, ça part un peu dans toutes les directions en même temps, ça évolue comme une sorte de marasme. Sauf que à la fin, on se retrouve avec tous ces personnages dont finalement on sait très peu de choses, on développe très peu. C'est pour ça que presque je me suis dit en sortant de la salle, il faudrait qu'Ari Aster ait un co-scénariste, quoi. Parce qu'il a des bons instincts de metteur en scène, mais il se perd dans un scénario qui va dans tous les sens. Ce personnage de Austin Butler qui apparaît pour une scène et qui fait finalement de la figuration qui disparaît aussitôt. Enfin, il y a des enjeux comme ça qui me semblent ne pas avoir été joués, qui pour autant étaient hyper intéressants à explorer. Le personnage de Pedro Pascal aussi sert pour quelques scènes ponctuellement intéressantes. Mais encore une fois, ce personnage, ça reste presque une sorte de caricature de liberal américain. Un peu vendu. Ouais, c'est ça. Et bon. Alors, le chat est très vocal sur la dimension politique et potentiellement problématique du film. Je souscris, à mon avis, en partie en tout cas, à ce reproche, mais peut-être avant de mettre les pieds là-dedans, je pensais... Loïc, on parle de cette espèce de confusion, de chaos. Je trouve que l'image qu'il y a, donc plutôt à la fin du film, où Joaquin Phoenix se met à tirer dans tous les sens et un peu sur n'importe qui, finalement correspond bien à Ari Aster lui-même. Ce plan est vraiment chouette. Il y a cette idée il tire un peu à vue sur tous les gros signaux du contemporain, MAGA, Trump, fake news, etc. On sent que... les fascistes, les antifascistes... C'est ça, exactement. Il veut absolument tout brasser, quoi. Ce qui est, je pense, une ambition qui est plus grande que lui, même si c'est vrai qu'il y a cette idée finalement assez belle dans la façon dont le film avance comme pas une fuite en avant, mais un peu une série de choses trappes où finalement une situation se présente et elle est tout de suite évacuée et rattrapée par une seconde, que une des raisons de notre perte de socle commun au niveau politique, c'est aussi que la réalité est devenue complètement insaisissable, et finalement on essaie de traiter un problème à gauche, une vidéo apparaît à droite, et en fait on est constamment, et on manque de temps, de moyens, ça se passe à une échelle ou à un rythme qui nous dépasse. Ça, à mon avis, effectivement, c'est plutôt une bonne intuition du film. Et je pense que ce qui est aussi un projet intéressant à ce niveau-là par rapport à l'actualité, c'est que on sait un peu que la plupart des pontes d'Hollywood sont plutôt des démocrates, c'est-à-dire plutôt d'obédience, on va dire, de gauche par rapport au gouvernement qui est en place. On sait que Trump a nommé quelques lieutenants précis pour essayer de faire en sorte que les films hollywoodiens lui ressemblent un peu plus, notamment Sylvester Stallone, et je ne sais plus qui était... Mel Gibson, je crois. Gibson, John Voight, qui sont un peu les Trumpiens, les un peu rares Trumpiens affichés, on va dire, à Hollywood. Et à mon avis, ce que essaie de faire Aster, c'est aussi un film sur l'actualité, du point de vue d'une altérité, quoi. C'est-à-dire de ce personnage qui serait le Trumpien un peu, entre guillemets, moyen, ou en tout cas, qui pas affirmé, mais... C'est ça, exactement. Qui serait le
je sais pas, la majorité silencieuse d'une certaine manière qui va devenir vocale et comment ça se passe. Et ça, je trouve que c'est un projet intéressant parce que si le film est un peu le film de la division, le geste du cinéaste est plutôt le geste d'aller vers l'autre en essayant de faire de lui un portrait qui serait d'humain à humain, quoi, d'une certaine manière, qui est quelque chose qu'on peut voir dans peu de films américains, à part peut-être chez Clint Eastwood, quoi, qui a fait ça magnifiquement, je sais pas, dans Richard Jewell ou American Sniper, même si le film prédate l'avènement de Trump. Je pense aussi à un film un peu anecdotique, mais pas mauvais sur cette question-là, qui est Stillwater. J'ai oublié le nom de ce cinéaste qui avait fait Spotlight. Ok. Et Thomas McDonald, non? Thomas McCarthy, Tom McCarthy, un truc comme ça. Et donc il a fait avec Matt Damon. Exactement, un film avec Matt Damon et qui se passait en partie à Marseille avec Camille Cotin et qui se terminait sur ce personnage qui rentre chez lui et mis face à sa propre impuissance, déclarait un peu, je sais plus ce que c'était, mais c'est un peu finalement le monde et aujourd'hui n'est plus le monde qu'il était avant, il est plus compliqué, ou je sais plus exactement quelle était la formule, mais voilà. Et donc ça me semble intéressant et je pense que c'est une des choses que le film réussit le mieux, c'est-à-dire de faire de ce personnage vraiment un personnage et pas juste un symbole, quoi. Passer au-delà du caractère clignotant de lui, on sait que c'est un Trumpiste et on sait qu'on va pas être d'accord avec lui. Ouais. Et à mon avis, nous notamment sur une question en particulier, on en a parlé tout à l'heure, qui serait celle de la frustration et de l'impuissance. Et à mon avis, les quelques moments où je trouve que Astor a de très bonnes idées de mise en scène, ça tient beaucoup sur cette question-là, et notamment, on comprend que le personnage est aussi frustré en partie sexuellement, puisque a priori avec sa femme, rien ne se passe de ce côté-là. Le film s'ouvre en plus sur lui qui regarde une vidéo YouTube pour convaincre sa femme d'avoir un enfant. Ouais. Voilà. Et donc pareil, c'est pas formulé par le film, mais est-ce qu'il a envie d'avoir un enfant juste parce que ça veut dire qu'il va pouvoir coucher avec sa femme? C'est une piste potentiellement qui est dans le film. Et il y a un moment où finalement il commence à divulguer un peu les difficultés qu'a sa femme pour servir ses fins politiques, et donc il rentre chez lui et la femme ne veut plus lui parler, et donc Emma Stone est prostrée un peu sur le lit conjugal, et Joaquin Phoenix essaie d'aller vers elle, et il y a cette idée qui est toute simple, mais que toute la scène, lui est filmé à travers les vitres, il est à l'extérieur en fait de la maison, et la caméra est à l'intérieur, et ça je pense que c'est vraiment une très très bonne illustration visuelle du sentiment un peu de dépossession que ressent une partie de la classe politique qui se dirige ensuite vers Donald Trump, c'est-à-dire avant pour nous la vie était plus aisée, et maintenant soit elle est aisée pour d'autres et donc on se sent déprivilégié, soit la vie est plus dure pour nous donc on s'en prend à quelqu'un d'autre, mais en tout cas il y a à mon avis à la base ce sentiment de dire c'est un peu ça le Make America Great Again, de on a perdu quelque chose qui était à nous n'est plus accessible, quoi. Et donc il y a cette idée très littérale très littéralement incarnée par ce plan où la caméra à l'intérieur est lui obligée de tambouriner à travers la vitre et ne peut plus accéder à son propre lit, quoi, avec sa femme. Mais je repense à un autre plan un peu dans la même mesure, c'est la scène où Joaquin Phoenix va voir Pedro Pascal pour essayer de couper la musique. Absolument, ouais, exactement. Et pendant ce plan séquence donc qui arrive avec Joaquin Phoenix qui est à l'extérieur, qui va éteindre la musique, il se rééloigne, la musique se rallume. Et en fait, ça a lieu à un moment où Joaquin Phoenix est rentré dans le bâtiment et il est surcadré par la porte, ce qui fait évidemment, je pense, écho à La prisonnière du désert, aussi, où le personnage est à l'intérieur et il se pose cette question, est-ce que j'abandonne et je reste à l'intérieur ou est-ce que je ressors et presque je m'abandonne à la surabondance et à l'excitation générale, et le personnage ne peut plus rester chez lui, quoi. Il y a un truc où il peut plus rester dans la maison, il est obligé de vivre à l'extérieur et d'être dans le conflit permanent. Mais d'ailleurs cette scène qui, si je me trompe pas, est pas tout à fait un plan séquence, il me semble qu'il y a un moment, un raccord quelque part. Il avance, il va éteindre la musique, il repart. Au moment où il requitte cette pièce, d'accord. Il me semble que là, tu le vois quitter le champ et que tu le récupères après. C'est possible. Mais en tout cas, effectivement, le plan est construit de façon à ce que la caméra tourne autour de lui, en gros. Mais il y a un moment qui est le moment où le personnage de Pedro Pascal intervient, où la caméra, en fait, va se désolidariser de lui. Et Pedro Pascal arrive un petit peu en amorce. Et à ce moment-là, la caméra s'arrête à son niveau et regarde Phoenix de loin aller couper la musique, en tout cas la première fois. Et il y a cette idée que, finalement, il est même privé du fait que la caméra lui accorde son attention, quoi. C'est-à-dire le personnage de Pedro Pascal, son opposant, va même le priver de d'être le point de focalisation du cadre, et il lui vole même ça, quoi. Et ça, je trouve que cette séquence-là, effectivement, et la scène dont je parlais avant, sont à mon avis les deux moments où il touche le plus à ce sentiment et qui nous permet de vraiment entrer en empathie avec ce personnage, alors que c'est pas gagné, on va dire, avant le film, quoi. Mais vous avez vraiment l'impression que, d'un point de vue, on pourrait dire, politique,
le personnage est qualifié de Trumpiste immédiatement, quoi. Parce que pour moi, le film, c'est plutôt un type qui perd le contrôle d'une situation, mais même cette histoire des fake news, peut-être que je me trompe sur l'ordre des séquences, etc., mais cette scène-là, il demande à sa femme si c'est Pedro Pascal ou son père, ou si c'est autre chose, et on sent qu'elle lui répond pas. Donc lui, c'est comme s'il maintenait sa version, il est un peu bête. Je pense que c'est quelqu'un qui est fondamentalement stupide, mais qui a pas intention, au début en tout cas, à propager des mensonges. En fait, il a l'objectif d'abattre de concurrencer et de voler la mairie à Pedro Pascal, mais qui a un sale type aussi. Enfin, on sent tout de suite dès qu'on le voit, il a aucune qualité identiquement, quoi. Et donc, moi, ce que je trouvais un peu beau, c'est que c'est quelqu'un, en fait, de bête, qui a une vie extrêmement, extrêmement triste, qui comprend plus rien à ce qui se passe autour de lui, et qui a effectivement un peu une tendance, par bêtise, disons, à se simplifier la vie, à voir les choses d'une façon extrêmement, extrêmement simple. Mais par exemple, sa femme est bien plus complotiste que lui au départ, et lui, il a bien conscience des choses vraies, etc. Après, dès le début du film, il est un peu... il doute du Covid, etc. On sent qu'il est... Comment dire, le terreau est fertile. C'est un Américain, quoi. Après, tu vois, typiquement cette scène-là, on sent qu'il a envie de placer dans la bouche de sa femme les mots qui lui permettraient à lui une réussite politique, quoi. Et ensuite, quand il les profère en public, c'est pas qu'il y croit pas, mais en tout cas, il sait que c'est un peu du vent, quoi. Il met la charrue avant les bœufs à 100% et consciemment. Et même si on regarde la façon dont il redécore son véhicule de shérif, tu vois, c'est typiquement des slogans de type finalement votre boss est un pantin pour je sais pas, le deep state ou peu importe, une puissance un peu comme ça. Il est quand même il est perméable à tous ces discours. On sent que en tout cas il représente un peu une même tendance politique, quoi. Puis même avec son chapeau et son petit costume, il fait 50 droite. Il incarne un peu cette sorte de vieille Americana, pas forcément trumpiste, mais en tout cas qui pourrait en effet basculer et être récupéré par, et c'est plutôt ça que le film raconte, j'ai l'impression. Maintenant, tu voulais enchaîner, pardon ? Non, vas-y. Pour revenir un peu à ce que disait le chat, quoi, c'est-à-dire finalement quel portrait de l'Amérique fait le film, quoi. Et c'est là, à mon avis, où disons que ça coince, c'est un peu, je sais pas, douteux, problématique à mon avis. Oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est à mon avis au corps défendant des intentions de Aster, quoi. Mais je pense que le film se prend les pieds dans un truc qui serait un principe un peu de la satire, comme une farce généralisée. Et c'est-à-dire, en gros, je sais pas, ce qu'on dit par exemple des fois de South Park, c'est-à-dire ils caricaturent autant la gauche que la droite, en fait ils s'en prennent à tout le monde à égalité, et donc eux on peut pas les targuer de faire un truc un peu de propagande pro tel ou tel. À mon avis, le problème de la satire, c'est que déjà, je pense que dans le film, elle est inégalitaire, j'expliquerai, et elle se base quand même sur un présupposé qui est un peu douteux, c'est-à-dire que finalement la position neutre, ce serait de mettre tout le monde au même rang du détournement et de la satire. Ce qui, je suis pas sûr que ce soit un truc fondamentalement juste, c'est-à-dire se moquer de quelqu'un qui fait des erreurs au nom de la liberté des droits, c'est pas la même chose que se moquer de quelqu'un qui le fait au nom de la haine et de l'injustice, quoi. Là, je caricature un petit peu, mais on entend ce que... Voilà. Et le problème dans le film, c'est que tous les personnages qui sont plutôt du camp démocrate, voire vraiment de gauche, comme les manifestants qui sont, on va dire, je sais pas décoloniaux, mais je sais pas comment dire, qui veulent déconstruire un peu leur... antiracistes, exactement, qui veulent déconstruire le privilège blanc, etc., ils sont traités comme une mascarade pure et simple, quoi. Et en fait, le problème, à mon avis, de la profusion du film, c'est que notre ancrage, il est avec Joaquin Phoenix, donc lui, on a le temps et les moyens cinématographiques de le comprendre. Les autres, par contre, ils sont vraiment réduits à leur... je sais pas, à leur hypocrisie pure, quoi. C'est-à-dire, eux, c'est des petits blancs privilégiés qui se plaignent alors qu'ils veulent s'en prendre à des gens qui sont moins privilégiés qu'eux, etc., où ils parlent à la place des gens qui sont censés défendre. Pedro Pascal, on pourrait croire que c'est un maire un peu mou, mais en fait non, il est totalement vendu, et il fait des manigances, et en fait on comprend qu'il n'a aucune... en tout cas, le film ne nous montre aucune bonne intention de sa part vis-à-vis de la ville et des habitants. Donc, à mon avis, ce principe de... finalement, tout le monde en prend pour son grade. Oui, sauf que nous, on a émotionnellement les moyens de comprendre qu'un seul côté, en fait. Et là, j'ai exclu, on va dire, le groupe antifasciste qui arrive à un certain moment du film, qui serait une menace, mais disons que
pas, leur présence est tellement incongrue en tant qu'antifasciste qu'on enfin, le film nous permet un peu de douter, quoi. Le groupe antifasciste dont tu parles. Bah, c'est celui qui arrive à la fin en avion avec des armes. C'est fasciste. Le film dit que c'est des antifas. Non, mais c'est clairement c'est des blancs, c'est des racistes, c'est des nazis qui se font passer pour des... Bah ça, c'est toi qui le décrypte, mais c'est pas dit, à mon avis, texto par le film, tu vois. Parce qu'on les voit, en gros, tirer sur des flics dans un truc précédent. On suppose qu'ils sont là. J'ai l'impression qu'à un moment donné, Nayan m'avait dit que quand à la fin, le mec cagoulé se rapproche, on voit qu'il a des tatouages néo-nazis, quoi. Ouais, c'est pour moi, le film, c'est très clair que c'est une sorte de complot. C'est des faux. On a le doute jusqu'à la fin, quoi. Mais moi, je vois pas trop de. Ah oui, d'accord. C'est vrai que le chat dit l'avion de guerre antifasciste. Oui, j'avoue que. C'est vrai qu'ils arrivent en jet privé, donc on se dit c'est louche. Mais ah oui, ok. Voilà, c'est pour ça que je les mets pas. Puis même le moment où ils mettent en scène le seul policier noir qui se ferait exploser, enfin aussi. Disons que, mais tu vois, typiquement ça pourrait être un symptôme intéressant, c'est-à-dire ils sont qualifiés de antifascistes de antifa, et on peut supposer que c'est pas vraiment le cas. À aucun moment le film ne dira, n'utilisera l'expression c'est une milice néofasciste, tu vois. Ouais. Et c'est un peu rien, mais disons que c'est vrai que ça s'accumule, et au final le film me semble un peu pencher involontairement d'une certaine manière, du point de vue pas forcément de son avis politique, parce qu'on se doute que Ari Aster le fait pas en mode c'est un Trumpiste convaincu, mais je dirais que émotionnellement le film est plutôt ancré d'un côté que de l'autre, quoi. Bah, en tout cas, moi je pense que le film, si on devait choisir un ancrage, serait celui de la gauche américaine mais libérale, quoi, celle d'un Kamala Harris, d'un truc où en fait ça reste du bon gros centrisme, et à partir du moment où ça déroge et que ça va un peu trop à gauche, ils disent attention, c'est dangereux, mais tu vois, est-ce que c'est ça pas serait bien, pas Pedro Pascal machin. dans le film, qui est lui-même un peu la risée du truc, quoi. Oui, mais j'ai l'impression que en tout cas que le film a plus de, enfin, qu'Ari Aster est plus du côté de Pedro Pascal, même s'il lui laisse se faire un peu rouler dans la boue pour la question des data centers, que pour tout le reste où il lui donne quand même souvent raison, quoi. Ouais. Mais tu vois, typiquement, je vais pas trop révéler et tout, mais le dernier plan du film, on peut juste dire ça finit face à un data center qui s'est implanté dans la région, qui était le projet défendu par Pedro Pascal, etc. Donc il y a une espèce de firme un peu de trucs de tech, d'IA, je crois que voilà, ils disent que c'est de l'IA, du deep learning, machin. Bref, c'est des gros serveurs qui vont polluer énormément, alors que c'est dans une région désertique et que ça a besoin de beaucoup d'eau, etc. Le film se termine là-dessus, un peu en mode, et au bout du compte, voilà qui a gagné, quoi. Et je trouve que ça donne à Ari Aster une espèce de position surplombante, au-delà du fait que le plan est effectivement un plan surplombant, mais... Le film s'ouvre et se termine sur des plans larges sur la ville. Qui la toise, comme ça, un peu de haut. Et il y a un côté un peu presque entomologiste, c'est-à-dire, on va arriver sur ce cas d'école, et on va voir comment, à la fin, ça permet aux grandes industries de quand même gagner, quoi. Et j'aime pas beaucoup ce côté... Moi, je l'ai un peu senti d'une certaine manière, en exagérant à peine, un peu une morale du type finalement, la gauche, la droite, vous faites la guerre, et voilà qui gagne pendant ce temps-là, quoi. Ce qui, je trouve, est une position totalement comment dire, de mauvaise foi, quoi, en fait, de la part du cinéaste, quoi. Ce qui sont les limites du film. Après, je dois avouer que moi, je trouve pas le film totalement inégal, en tout cas, au sens pas de manière binaire où l'introduction serait réussie. Et ensuite, je pense que c'est la partie centrale qui m'embête parce que je la trouve la plus chargée politiquement, et le film, à mon avis, se prend un peu les pieds dans ses propres, dans sa propre satire, quoi, dans ses couches d'hypocrisie et d'humour, etc. Après, je trouve que quand il s'agit de un peu faire parler la poudre, Ari Aster n'est pas le plus mauvais des cinéastes, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose que je pense, par exemple, sur Hérédité, où moi, j'ai un peu du mal avec les 2 premiers tiers, on va dire, du film, parce que je trouve que c'est très symbolico-centré, mais une fois que ça explose un peu, il y a des effets quand il lâche les chiens, exactement, ça part, quoi. Il y a des effets un peu de stress, de vision immédiate, de montée en puissance. C'est vrai que là, dans Eddington, la séquence un peu finale, climatique de la poursuite, où Joaquin Phoenix se fait poursuivre, il y a quand même pas mal de belles idées de plans, d'abord de fuite, ensuite de récupération d'armes. Moi, j'aime beaucoup ce plan où à la fin, donc, il est comme ça, en train de viser, il sait pas vraiment où, la caméra est derrière lui, et presque l'accompagne dans ses mouvements circulaires, et va un peu se synchroniser, se désynchroniser de lui. On a vraiment des ressentis d'idées de mise en scène qui viennent accompagner. C'est un plan qui, en plus, revient sur le sujet du personnage perdu, déboussolé, mais au-delà de la scène d'action politiquement. Donc, il y a quand même des vraies belles idées de mise en scène, quoi. Ça reste un peu quand même grand guignolesque ce moment-là. Donc, quand il sort avec la
la mitrailleuse c'est marrant, à c'est la Rambo, c'est amusant, mais moi j'avoue que j'étais un petit peu quand même loin. Je trouve trouve que c'est trop loin mais par rapport je trouve à je sais pas, les dernières 40 minutes sont presque, enfin c'est trop ridicule, c'est trop outrancier. Il y a, je sais pas, les lettres là dans le feu, ça c'est. Ah oui. Le film là, à mon avis, lâche complètement le terrain de la parabole politique, quoi. Disons que ça finit, effectivement, c'est un peu grand guignol, c'est-à-dire à la fin on défouraille, ça devient une espèce de film d'action un peu burlesque, voilà, plus du tout ancré dans le présent, quoi. C'est ce qu'il abandonne, on va dire, avec la façon dont généralement, il y a des gens découpent le film avec un événement qui arrive au milieu. C'est cet événement-là qui va annoncer, même devant le film, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un potentiellement basculement vers du Dupieux où vraiment il y a une rupture nette avec ce qui se passait avant et maintenant on est obligé d'aller dans une nouvelle direction vu que narrativement on penchait pas du tout vers à la base. Mais on sent que Astor perd un peu le contrôle de son film aussi, c'est-à-dire il se met un peu à renchérir avec un nouvel ennemi, un nouvel incident un peu toutes les 10 minutes pour il est obligé de maintenir l'intensité coûte que coûte, quoi, de mettre un peu toutes les bûches au feu, et donc il balance de l'antifascisme qui en sont pas, une espèce de mise en scène avec un drone, des trucs, des évasions, etc. Il commence à balancer beaucoup de choses, et là on sent que l'impératif de spectacle évince totalement ce qu'il y avait. Je voyais dans le chat des gens dire que Ari Aster parlait d'une question de c'est les algorithmes qui nous donnent des idées, etc. Mais je suis désolé, c'est pas dans le film. Enfin, c'est vraiment pas du tout dans le film, ce truc. Enfin, il y a les réseaux, il y a les pensées politiques, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Il manque une interface, pourtant qui est surprésente dans le film, qui est celle des écrans, mais l'influence de l'un sur l'autre est absente. C'est toi qui me disais ça, que le film s'intéresse un peu à la politique version Twitter, quoi. Ouais. Et c'est pas faux, c'est-à-dire qu'il y aurait le début où ça commence un peu plus neutre, la fin où ça part vraiment en sucette, mais le cœur un peu de l'intrigue, c'est à base de gros symboles qu'on se balance à la tête les uns aux autres, quoi. Et finalement, le film est pas du tout... ce qui réussit sur son personnage principal et son portrait psychologique est pas du tout étendu au reste des forces en présence, quoi. Et c'est là que, je reviens là-dessus, un co-scénariste... Peut-être, ouais. Mais peut-être, en plus c'est un film, je sais, qui a pris longtemps à être écrit, qu'il a écrit, je crois Boy is Afraid, c'était son premier film, et lui il a commencé à l'écrire pendant Boy is Afraid, ensuite il est revenu dessus pendant le confinement, ensuite il s'est dit ok, je vais finir l'écriture du truc pendant la mise en place de Boy is Afraid. Bref, que c'est un film qu'il a un peu en lui depuis un moment, et qui peut-être aussi souffre d'un... Oui, qui a subi un peu les mutations Exactement, parce que c'est un film qui raconte la première ère Trump, alors qu'on en est maintenant à la deuxième, et qui presque n'a pas mis à jour le logiciel, exactement. Qui maintenant, je pense, en fait, n'est déjà plus d'actualité. Ou en tout cas, c'est paradoxal pour un film sur le contemporain. C'est ça. En tout cas, qui ne tire pas de son léger recul l'analyse supplémentaire, quoi. Oui, c'est ça. Parce que en effet, je pense que ça sort sort juste après le Covid. Il y a quand même un peu quelque chose de juste d'actualité et tout ça, mais maintenant, le Trumpisme 2025, ce n'est plus le Trumpisme 2020. Un peu comme Mickey 17, c'est un film en retard sur l'évolution du Trumpisme comme phénomène historique, quoi. Ouais. En même temps... Peut-être ce serait pas la même impression si on le voyait, en sachant qu'il a perdu une deuxième fois. Ça, c'est très vrai, ouais. Peut-être. C'est vrai que malheureusement, maintenant, notre époque va tellement vite que pour être à jour dans une œuvre de cinéma, il faut aller sacrément vite, quoi. Il faut être très, très, très efficace. Je transpire. Et je finirai par dire ça. C'est quand même un film où on parle de tous les gens qui subissent les effets politiques de questions plus grandes. Et on essaye un peu de tous les filmer, mais on ne filme à aucun moment les gens en puissance, quoi. On filme à aucun moment un politique ou une vraie personne de pouvoir qui influence ces personnes-là. Il y a vaguement une espèce de mec barbu qui serait un peu le financier qui influence Pedro Pascal, tu sais. J'ai oublié ça. Oui, moi aussi. Quand il y a un moment où il lui fait signer des contrats et tout, il y a une espèce de conseiller de Pedro Pascal, c'est lui qui fait le discours à la fin. Ah oui, c'est bon, okay. Mais je suis d'accord que c'est très léger, quoi. On sait même pas trop qui est ce gars. C'est un film sur les influenceurs. Qui influence les influenceurs? C'est la chanson de Squeezie, bien sûr. C'est le Squeezeman, qui lui a tout compris.